Bon, eh bien, bonjour à tous. Nous allons maintenant traiter de... Attendez, il manque un petit problème là d'affichage, c'est pas grave. Nous allons traiter de la place des allogreffes massives en traumatologie et j'ai rajouté urgence différée et séquelles parce qu'il est bien évident que lorsqu'on a une large perte de substance osseuse en urgence, ce n'est pas en urgence que l'on va faire une allogreffe massive. D'abord, il faut prendre la décision, voir si c'est une bonne idée et disposer de la greffe. Donc, qu'est-ce qu'on fait en urgence face à une grande perte de substance osseuse? Il faut prendre la décision, on ampute, parce que c'est peut-être la bonne décision. Et si on doit amputer, il vaut mieux le faire en urgence. Ça sera mieux vécu par le malade que ultérieurement, après une tentative de sauvetage, où il aura une sensation d'échec. Soit vous décidez de conserver le membre, parce qu'il reste bien vascularisé, bien innervé, qu'un sauvetage vous paraît possible ou que l'âge du malade demande à se battre, et il faut faire en premier un damage control, c'est-à-dire qu'il faut stabiliser le foyer de fracture par un fixateur externe, par exemple, et traiter le problème cutané, faire le parage, parce que, évidemment, la plupart du temps, si on a une grande perte de substance osseuse, c'est que la fracture est ouverte. Et si vous êtes capable de faire un lambeau en urgence et qu'il est indiqué, pourquoi pas, sinon vous pouvez en différé faire un lambeau par un spécialiste, ce que nous avons dans le service. Pourquoi on ne peut pas espérer la consolidation d'une grande perte de substance osseuse? Parce qu'il y a deux manières de consolider. La première, c'est l'ostéoconduction, c'est-à-dire depuis chaque berge de la fracture, l'os va coloniser. Mais pour cela, il faut d'abord qu'il ait une trame à coloniser et ensuite et surtout, jamais l'ostéoconduction ne dépasse 1 centimètre. C'est-à-dire, vous pouvez, même s'il y a une trame osseuse, espérer 2 centimètres de consolidation, mais pas plus. Ce n'est donc pas adapté aux grandes pertes de substances osseuses. La deuxième solution, c'est l'ostéo-induction. Ça veut dire que même face à une perte de substance osseuse, en tout point de la perte de substance, grâce à l'hématome qui s'y trouve et à la moelle, il va se produire une formation osseuse en tout point. C'est tout à fait faisable, c'est ce que nous observons, on va le voir lorsqu'il y a eu un clou verrouillé avec une grande perte de substance osseuse, mais pour cela, il ne faut pas que la fracture ait été ouverte, parce que si la fracture est ouverte, on a perdu toute cette substance qui permet l'ostéo-induction. Et ensuite, même si elle était fermée, une grande perte de substance osseuse de ce type est un petit peu au-delà de ce que peut faire l'induction. Je vous incite à voir cet article très intéressant qui rappelle le concept de la consolidation lorsqu'on a une fracture. Et il faut 4 facteurs essentiels. Une trame ostéoconductive, on l'a plus. La transmission des contraintes en compression, on les a plus. Des cellules ostéogéniques qui fabriquent des protéines ostéoinductrices, tout ça a disparu quand on a une grande perte de substance osseuse. C'est comme une amputation avec un membre suspendu. Il ne faut pas en attendre la consolidation spontanée. Alors, j'aurais aimé m'appuyer sur un grand nombre d'articles pour vous prouver que dans l'arsenal thérapeutique des grandes pertes de substances osseuses, une allogreffe massive a sa place. Je suis remonté jusqu'à l'an 2000 et j'ai pratiquement rien trouvé, même 90, vous voyez le premier article. Et les quelques articles présents touchaient surtout le membre supérieur, l'humérus et le coude après traumatologie pour mettre une prothèse, mais pour assurer une prothèse. Mais vous voyez, il y a très peu d'articles. Donc, je vais vous proposer l'attitude suivante. Je vais essayer de vous montrer tout ce que l'on peut faire sans greffe ou sans allogreffe massive. Et ensuite, quelques cas assez nombreux, avec beaucoup de recul. Vous verrez, certains de mes cas ont plus de 20 ans de recul, pour vous montrer que quand même, le choix de l'allogreffe massive, dans certains cas, n'est pas une si mauvaise idée que ça. Alors, bien évidemment, nous allons faire la première partie sans greffe. Quand on a une fracture fermée, que l'on a bien pontée avec un montage stable et qu'on n'a pas évidé, qu'on n'a pas enlevé la moelle, on peut avoir une ostéo-induction et une parfaite consolidation d'une grande perte de substance osseuse. Et c'est ce qu'il faut favoriser en premier si on le peut. Là, évidemment, cette fracture est ouverte, elle est bifocale avec une perte de substance osseuse. Et pourtant, il doit être possible de la traiter sans greffe. Je vais vous le montrer. Il faut faire un damage control. Ce cas a 30 ans, mais on a déjà fait un damage control. Et en urgence, on faisait des lambeaux comme ceci, bipédiculés, qui sont très utiles. Je vous les conseille. Il faut ouvrir derrière, bien décoller la peau, décoller tout le périoste devant
le tibia, et on referme devant, et plus tard, on greffera derrière. Et ça permet en urgence, dès l'urgence, de fermer un grand nombre de paires de substances cutanées. Tout n'est pas accessible, mais c'est un bon moyen. Et donc, on se retrouve avec un patient avec une grande paire de substances osseuses bifocales, et on lui a fait un ascenseur, c'est-à-dire qu'on a mis un fixateur proximal et distal et des broches au milieu, et tous les jours, on est descendu d'1 millimètre. Et petit à petit, il s'est formé de l'os en haut. Et quand on a obtenu le contact osseux en bas, on a eu la consolidation. Avec, vous voyez d'ailleurs, c'est une sorte de greffe intertibio-péronnière qui s'est faite, une tibialisation du péroné. En urgence, on aurait coupé de manière un peu plus transversale la partie distale du fragment intermédiaire. Ça aurait été une bonne idée, mais on ne l'a pas fait. Et vous voyez, on a pu faire consolider cette grande paire de substances osseuses sans greffe. Voici un cas d'un patient marocain qui a attendu 8 mois avec une fracture ouverte de jambe avant d'aller voir un médecin. Donc, il y avait une perte de substance cutanée, une infection, une nécrose osseuse. Et dans ce cas-là, l'amputation était possible, mais était possible aussi de garder le membre. Nous avons fait un accourcissement, c'est-à-dire qu'on a enlevé tout l'os nécrosé, 2 transversales, mises en compression, ce qui a fait un accourcissement, vous le voyez au niveau de la fibula, de l'ordre de 6 cm. Mais 6 cm de raccourcissement égale plus de perte de substance osseuse. Donc la peau a cicatrisé spontanément par des pansements successifs, et le malade, sur une transversale avec un fixateur externe, a pu marcher dessus. Ça a consolidé, comme vous le voyez ici, puis on a allongé la partie proximale pour lui redonner la longueur, et donc sans greffe, on peut traiter une perte de substance osseuse septique. Il faut bien garder en tête ces techniques que l'on utilise moins, je vois aujourd'hui. Ensuite, la deuxième étape, c'est vous avez besoin d'une greffe. Prendre une greffe spongieuse n'est pas un événement si vous savez le faire discrètement. Ici, c'est la très fine de Fica, celle qui sert à faire des forages, qui fait un trou de 8 mm, mais permet aussi à prélever des fragments osseux. Donc, au niveau d'une crête iliaque, avec une toute petite incision, vous pouvez prélever un très grand nombre de fragments spongieux sans qu'il y ait une rançon cicatricielle osseuse, et vous avez disponible ce qu'il faut pour, par exemple, combler cette perte de substance osseuse cavitaire d'une partie distale de tibia, d'un pilon. Et c'est la meilleure des greffes, l'autogreffe, parce qu'elle va pouvoir résister en milieu septique, ce qui est l'idéal dans ce type de fracture où on n'est jamais sûr qu'il n'y ait pas un milieu septique. Les substituts ne vous donneront pas la solution. Voici un autre cas, coup de fusil, perte de substance osseuse, perte de substance cutanée. Là, le risque infectieux est majeur. La perte de substance cutanée est importante, et on voit que le milieu n'est pas parfait. Mais le malade est jeune, il ne désire pas être amputé. On lui a fait un papineau à l'époque. Alors j'en parle parce qu'aujourd'hui, on peut faire des papineaux modernes. Donc je rappelle à ceux qui ne le connaissent pas qu'un papineau, ça consiste, sans fermer la peau, à foyer ouvert, d'introduire dans la perte de substance osseuse de l'os spongieux à type d'autogreffe et d'attendre la cicatrisation spontanée et de l'os et de la peau par des pansements successifs, et ça peut prendre 1 an. Mais vous voyez, ce membre a été sauvé au bout d'1 an. Aujourd'hui, le papineau moderne, c'est ça, c'est-à-dire grâce à la technique de Masquelet. Alors, je montre ces images parce qu'elles m'ont été données par Masquelet, et c'est son premier cas. C'est pour ça que c'est en noir et blanc. C'est le premier cas de Masquelet qu'il ait fait. Donc, ça consiste de combler la perte de substance osseuse par du ciment. Ça évite aux parties molles de se rétracter. Ça permet de diffuser des antibiotiques. Ça garde la place pour la future greffe. Et il se crée une membrane d'induction qui sécréterait des produits favorables à la consolidation, notamment des protéines inductrices. Et puis, dans un deuxième temps, eh bien, on y revient pour faire une greffe. Et aujourd'hui, une greffe, vous pouvez faire un RIA, c'est-à-dire prélever avec le même matériel que pour alaiser pour un clou, de la moelle et de l'os, ce qui nous fait ce type de greffe. Alors, en fait, c'est un papineau à foyer fermé, mais c'est tout à fait faisable, et on verra qu'aujourd'hui, ça va rentrer en compétition avec les cas cliniques que je vais vous montrer. Ensuite, lorsqu'une greffe spongieuse ne suffit pas et qu'il vous faut une certaine stabilité du foyer, vous pouvez utiliser une greffe cortico-spongieuse. Ici, vous avez une crête iliaque avec 2 corticales, c'est très solide et ça peut aller jusqu'à 3 cm. Donc là, c'est la greffe que je fais quand je veux faire une butée de hanche. Et vous voyez, 3 cm sur 3,
Vous le prenez au niveau de la crête iliaque antéro-supérieure, en arrière de l'épine iliaque antéro-supérieure, au moins 1 cm pour éviter le passage du nerf fémoro-cutané latéral, et vous obtenez une greffe bien solide et avec de grandes possibilités d'ostéo-intégration parce qu'elle est aussi spongieuse. Et puis ensuite, vous pouvez combler la perte de substance osseuse obtenue par un substitut osseux. Alors vous allez me dire, pourquoi pas mettre d'emblée le substitut osseux dans le trou qu'on veut combler, mais parce qu'un substitut osseux, ça ne se réintègre pas. Ça se réintègre sur la surface, mais pas en partie, et donc ça n'a aucune résistance mécanique valable. Par contre, pour une crête iliaque, et ça peut parfaitement bien aller. Certains proposent d'enlever qu'une hémie crête iliaque, et à ce moment-là, vous n'avez pas non plus cette rançon cicatricielle, et vous pouvez prendre un grand morceau de crête iliaque, et ça peut être tout à fait efficace pour un certain nombre de fractures comme ici. Vous voyez, il y avait une perte de substance osseuse. On a mis le fragment que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire le bicortical de crête iliaque, qui a permis d'obtenir 2 appuis transversaux et une bonne consolidation. Voici un cas. Alors là, on a vu pas de greffe, puis autogreffe spongieuse, puis autogreffe corticospongieuse. Cette malade est la directrice au Liban de la télévision. Elle était sur son balcon et un obus l'a atteint. Et au lieu d'exploser, il est passé par son avant-bras et sa cuisse et n'a pas explosé. Et donc, elle a eu une perte de substance osseuse de l'ulna. Ils lui ont fait un McGregor et elle est venue à Toulouse, alors 1982, vous voyez, 1982 ou 5, 1985, et on lui a fait un péroné vascularisé, ce qui est logique pour remplacer ici, parce que ça a la forme, parce que ça permet la pronospination, et nous sommes encore restés dans une autogreffe, ce qui est très important. Un autre péroné vascularisé pour une perte de substance osseuse. Ce qu'il faut dire pour le péroné vascularisé, c'est qu'il faut qu'une partie soit intégrée dans l'os de chaque côté et que c'est très difficile de dépasser 15 cm. Une perte de substance osseuse au-delà de 15 cm, c'est pas possible. Et ensuite, quand vous avez par exemple un fémur avec perte de substance osseuse, le diamètre de la fibula est un peu léger. Alors on peut associer fibula et greffe. Il y a différentes possibilités. Ensuite, on va passer aux allogreffes. Quand vraiment tout ce que je vous ai dit avant n'est plus valable, vous pouvez utiliser les allogreffes, mais il y a un ordre aussi dans les allogreffes. Si une allogreffe spongieuse suffit, mélanger avec une autogreffe pour une plus grande perte de substance osseuse, c'est ce qu'il faut faire. Si vous avez besoin d'une cortico-spongieuse, vous pouvez utiliser une tête. Et notre sujet en bas, qui est l'allogreffe massive, c'est le dernier recours quand vraiment on ne peut pas faire autrement. Donc, voyons quelques cas. Ici, c'est une fracture de fémur qui n'a consolidé qu'à moitié. On n'ose pas enlever le clou parce qu'il paraît évident que si on enlève ce clou, il y aura une fracture itérative. On a mis une demi-tête fémorale et vous voyez, elle s'est parfaitement intégrée en 6 mois. Et ensuite, il a été possible d'enlever le clou. Donc, une greffe apposée, corticospongieuse, allogreffe apposée corticospongieuse, ça s'intègre, surtout au niveau d'un fémur avec une bonne ambiance musculaire. Voici des fractures qui classiquement ne donnent pas de bons résultats, c'est-à-dire les sous-trochantériennes. Là, c'est une trochantéro-diaphysaire. Vous voyez, cette malade est à 4 ans avec un clou qui a bien tenu puisqu'elle marche dessus. Elle a déjà eu 2 autogreffes, c'est-à-dire qu'il ne lui reste plus de crête iliaque et c'est toujours pas consolidé avec une perte de substance osseuse. Alors là, je lui ai mis un petit fragment, genre 6-7 cm d'allogreffe, et donc vous voyez la différence de densité, allogreffe très dense qui doit venir d'un sujet jeune qu'on a mis sur un os qui n'appuie plus depuis 2 ans. Et il faut une allogreffe, il faut que les jonctions soient parfaitement en contact et il faut favoriser les forces mécaniques, c'est-à-dire on a la trame et la transmission des forces mécaniques, puisqu'on n'a pas un très grand pouvoir ostéogénique. Et donc, il faut que ça soit mécanique, donc que ce soit des transversales avec un bon appui. Je vous le montre parce que ce cas, j'ai plus de 20 ans de recul. La voici à 15 ans, aucun problème technique, on n'a pas enlevé le clou. Vous voyez que la vis a cassé, mais ce n'est pas plus mal. Et la greffe a repris une densité normale et parfaitement intégrée. Et ce malade garde un bon résultat. 28 ans de recul, je vois en bas maintenant. Donc, 28 ans, ça fait 28 ans que ça lui rend service. Un autre cas très intéressant, opéré au Maroc, un jeune ingénieur qui était comme ça depuis 2 ans.
qui avait très mal au fémur et on lui disait sur la radio de face, tout va bien, c'est consolidé. Mais quand on fait la radio de profil, on voit que le clou n'a jamais été dans la partie proximale de la fracture. Il a été en distal, mais pas en proximal. Donc, il a dû avoir des premiers mois difficiles. Le tout tient par une sorte de tissu fibreux, grande perte de substance osseuse. On a fait la même chose. Et là, vous voyez, on a mis une greffe intercalaire massive avec des appuis transversaux, mais c'est de la traumatologie. C'est-à-dire qu'on a gardé tout l'os du malade. Ce n'est pas une tumeur où il faut tout sortir de peur qu'elle récidive. Là, c'est de la traumatologie. On a gardé autour de la greffe ce qu'il restait d'os du malade pour l'habiller. C'est un des avantages des allogreffes en traumatologie dont il ne faut pas comparer les résultats avec ceux des tumeurs. Il n'y a pas de chimiothérapie, il n'y a pas d'énormes résections des parties molles, il n'y a pas de risque de récidive. Donc, on est tout à fait dans une autre ambiance. Et vous voyez, ce clou, justement, n'est pas verrouillé parce qu'on espère que, je crois qu'il est verrouillé en bas, on espère qu'en marchant, il y aura compression. Et vous voyez, un an plus tard, les jonctions, quand on a des allogreffes, ça s'appelle des jonctions. Les jonctions consolident. 15 ans plus tard, vous voyez la greffe parfaitement intégrée. Je le revois régulièrement, il vient me voir et il est très content. Et on n'a pas sorti le clou parce que les allogreffes, il faut quand même s'en méfier. Ça reste une sorte de prothèse et ça peut casser même très tardivement, surtout quand ce se réhabite. C'est solide au début, parce qu'un os est épais, on a pris généralement les allogreffes chez des sujets jeunes, mais quand la greffe se réhabite, il se fait des pénétrations des vaisseaux qui fragilisent la greffe. Et il y a une période extrêmement dangereuse qui est entre 5 et 8 ans. La plupart des celles qui doivent casser cassent entre 5 et 8 ans. Là, je pense qu'à 15 ans, il ne risque plus rien, même si on lui a enlevé le clou. Un autre cas de fracture sous-trochantérienne avec une grande perte de substance osseuse. Nous sommes à 5 ans. Ça fait 5 ans que cette malade est comme ça. Elle a eu 6 ou 7 opérations de tout type, de greffe, pas d'allogreffe, mais elle a eu des autogreffes dans tous les sens, au point qu'elle n'a plus d'alignacque. Et elle marche sur son clou gamalon. Là, voici l'opération. Il m'en restait quelques trucs. On l'enlève. Il s'est fait une sorte de tissu fibreux. Et puis, on a mis une allogreffe, coupe transversale en bas. Et en haut, on l'a monté sur une vis-plaque dynamique. Mais comme il ne restait plus grand-chose du trochanter et du col du fémur, c'était dans les années 95. Nous avons, dès l'époque, utilisé de la moelle concentrée. C'était un de mes premiers malades de moelle concentrée avec la technique Biomet. C'est-à-dire qu'on a concentré 60 cc de moelle en 6 cc de buficote, que vous voyez là, qu'on a mélangé avec de l'allogreffe, et on a mélangé de l'allogreffe avec de la moelle du patient, et on l'a appliqué aux jonctions, surtout la jonction proximale qui faisait un petit peu peur. Voici le résultat à 6 mois. Alors, la jonction du bas a pris, l'os n'est pas intégré, on voit qu'il est encore très blanc, très blanc. La jonction du haut commence à prendre. On a bien fait d'avoir peur. Voici à 1 an. Nous voici à 12 ans. À 12 ans, la greffe s'intègre, ça tient toujours, on n'enlève pas la plaque. Et là, maintenant, on a 18 ans de recul. Et cette malade a toujours un bon résultat. On n'enlève pas la plaque. Quand on a une allogreffe, il ne faut pas sortir le matériel. Cette malade de bonne mobilité est contente, mais ce qui la gêne, c'est que pour les premières opérations, la crête iliaque a entièrement été enlevée et elle a donc une petite insuffisance du moyen fessier. Là, elle est testée à 4, mais quand elle marche, il reste quand même une petite claudication liée à cette ablation de greffe. Un cas de traumatologie toujours, personne âgée, 75 ans, fracture d'extrémité inférieure du fémur complexe, traitée par un clou rétrograde, pseudarthrose, mise en place de ciment, fracture du matériel, cas difficile, avec grande perte de substance osseuse. Et là, je vous en montre un, mais en fait, elle avait ça des deux côtés. Donc, des deux côtés, nous lui avons fait une allogreffe massive épiphysaire montée sur une prothèse qui a permis de rattraper l'affaire. Un dernier cas qui est connu dans le service par tout le monde, parce que tout le monde y a un petit peu trempé. Donc là, nous sommes il y a 10 ans à peu près. Grande perte de substance osseuse extrémité inférieure du fémur, mais pareil au niveau du tibia, les 2 os de l'avant-bras fracturés, humérus fracturé, traumatisme crânien, traumatisme thoracique, enfin, un très gros traumatisé. Donc il a été fait une sorte de damage control avec un pontage fémur-tibia, puis mise en place de ciment. Tout ça, c'est bien.
Ce que je reprocherais, c'est la broche au niveau du condyle, car à ce niveau-là passe la synoviale et ça peut être une source d'infection chez quelqu'un qui va garder longtemps son fixateur externe et va aller en soins intensifs. Il aurait mieux valu ponter du fémur au tibia en pontant tout le genou. Puis, peut-être un peu tôt, on va voir, il a été fait une allogreffe massive pour combler ce fémur et le montage paraît bon. Malheureusement, il y a eu une infection avec un staphylocoque résistant venant des soins. Il a été nécessaire d'enlever cette greffe et celui qui a enlevé la greffe a gardé le même matériel et il a mis en place beaucoup de ciment. Et vu le cas du malade, eh bien, il n'y avait plus trop l'intention d'y revenir. Parce que faire face à cette immense perte de substance osseuse chez un malade qui a été septique? Donc, on attend et bien évidemment, le matériel casse. Donc, on refait l'ostéosynthèse et là, la plaque casse. À chaque fois, on change le ciment, mais ça n'apporte pas grand-chose. Et donc, je le reprends à ce stade. Et là, il en était déjà à 5 ans de traitement à peu près. Donc, vers 2018, je lui ai fait une allogreffe massive de fémur, encastré en haut et en bas, en gardant, comme dans les techniques précédentes, l'os ici, voilà, cet os-là, qui était à lui. C'est tout ce qu'il avait su reconstruire. Il ne faut surtout pas l'enlever. Il ne faut pas faire un grand évidement comme dans les tumeurs. Et puis on le voit consolider petit à petit, mais il avait une grande déformation de tibia, donc on lui a fait une ostéotomie de valgisation tibiale. Et cette greffe est maintenant bien intégrée. Elle a été faite il y a 6 ans. Tout devrait maintenant bien se passer. Donc vous avez vu la progression, pas de greffe, autogreffe corticospongieuse, péroné vascularisé, allogreffe spongieuse, allogreffe corticale, allogreffe massive. Et je vais vous montrer un cas exceptionnel, il est exceptionnel parce qu'il n'y en a qu'un, de greffe massive vascularisée du fémur. Ça a été un premier cas que nous avons fait en 1980. Alors, on l'a publié en 90, mais c'est un cas qui date de 86. Donc, un cas sur lequel maintenant on a 37 ans de recul. Et donc, l'histoire de ce malade est étonnante, je vous la raconte. Il est au chemin de fer et il réglait un rail qui permet de peser les wagons. Et les wagons sont envoyés dans une légère pente, sans locomotive, et passent sur ce rail et sont pesés. Et lui, il était couché sur le rail avec un ancien copain, avec un sifflet, qui devait l'avertir quand le wagon arrive. Seulement, il a oublié de siffler parce qu'il discutait et le wagon lui est passé sur les 2 cuisses. En fait, sur une, et sur l'autre, il a eu des fractures complexes. Mais de ce côté-là, il a eu une perte de substance osseuse que je vais vous montrer. Mais regardons d'abord cela. Ça fait très peur, il faut l'amputer, mais quelqu'un qui est désarticulé, c'est très grave. Et puis surtout, il avait la jambe et le pied bien vascularisés et il bougeait les orteils. C'est-à-dire que la perte de substance osseuse a été telle que le nerf et l'artère ont dû, je ne sais pas, se mettre sur le rail sans se déchirer, ce qui fait qu'il avait une jambe bien vascularisée, bien innervée. Chaque fois que je regarde un train, que je regarde le nombre de bougies, ça fait peur. Eh bien non, lui s'en est tiré. Voici ce qui arrive, c'est-à-dire que c'est ce qui lui reste en haut du fémur, et en bas, c'est au niveau du genou. C'est-à-dire qu'il n'a plus du tout de diaphyse fémorale. Donc, à l'époque, 86, on a fait un damage control, comme vous le voyez, allant de la cheville jusqu'à la crête iliaque, et on l'a fait cicatriser. De l'autre côté, on l'a opéré de sa fracture complexe de fémur, mais qui était fermée. Et de ce côté-là, eh bien, on a attendu sans trop savoir ce qu'on allait faire, il faut le dire. Et on a attendu et il a cicatrisé petit à petit, mais il y avait un staphylocoque résistant avec une fistule ici. À l'époque, on mettait des billes de ciment que vous voyez un petit peu dépassées là, qui prouvent qu'on l'avait renettoyé. Et donc, on s'est trouvé avec une perte de substance osseuse importante, mal couverte au plan cutané et avec une infection. Alors, on pouvait l'amputer. On pouvait faire un péroné vascularisé, mais ça faisait 27 cm de perte de substance osseuse, 17, c'est pas assez. Un papineau, mais où trouver autant d'os spongieux que nécessaire pour tout un fémur. On aurait pu faire un masquelé bégué, mais ça n'était pas décrit à l'époque. C'est l'an 2000, ça n'existait pas. Donc, ça ne nous est pas venu à l'idée. On pouvait faire une allogreffe massive de diaphyse fémorale, mais il y a cette infection. Donc, on a décidé de faire une allogreffe massive de diaphyse fémorale vascularisée dans l'idée de passer les antibiotiques. Le défaut, c'est que ça n'avait jamais été fait. Il n'y avait jamais eu de greffe tissulaire à cette époque de ce type.
Donc, voici ce qu'on a fait. Il y a un malade qui était décédé dans un bloc opératoire et on est allé dans ce bloc opératoire chercher son fémur avec les vaisseaux. Et dans le bloc à côté, on préparait le malade. Ça ne peut plus se faire aujourd'hui, ça. Le donneur à peine décédé qui donne un fémur à celui qui est dans la salle à côté, ça ne peut pas se faire. Mais à l'époque, c'était faisable. Et vous voyez, on a découvert, parce qu'on n'en était pas sûr, que c'est une très bonne greffe vascularisée parce qu'une seule artère venant de la fémorale, passant par la ligne âpre, vascularise l'ensemble du fémur. Donc, une seule artère, tout le fémur est vascularisé. Et on l'a vérifié à l'époque, donc on a injecté un produit opaque et on a fait des radios. Et vous voyez, la vascularisation intra-osseuse est réelle. Il y a un aller et un retour uniquement par la ligne âpre. Déjà, le message, quand vous opérez une fracture du fémur, sachez qu'il ne faut pas abîmer l'artère au niveau de la ligne âpre. Faites attention quand vous mettez un écarteur par derrière. Faites attention quand vous voulez faire le tour du fémur en disséquant la ligne âpre parce que vous allez abîmer les vaisseaux qui vascularisent tout le fémur. Et ça tient bien à cet endroit. Donc, c'est déjà un message important. Vous voyez d'où ça vient. Là, j'étais dans un musée d'anatomie où j'ai trouvé, voici l'artère ici. Donc, c'est vascularisable. Eh bien, on l'a fait. Donc, on lui a greffé tout le fémur et on n'a pas mis de clou verrouillé pour une raison simple, c'est que ça n'existait pas. En 1986, les clous verrouillés n'existaient pas, les clous gamma non plus et les gamma longs encore moins. Donc, n'ayant pas de clou gamma, on a mis un clou standard et on les a verrouillés en haut avec des haubans et en bas en faisant une marche d'escalier. Ça donne ça, vous voyez, en haut des haubans et en bas une marche d'escalier pour bloquer la rotation. Le tout vascularisé. Bon, on a mis des billes, c'était la mode. C'est une erreur parce que ces billes ont été une source d'infection ensuite. Et ensuite, on a fait une artériographie parce qu'on pensait que ça allait durer 8 jours. Ça allait nous aider à passer le cap. Et en fait, le pontage est toujours resté valable. Alors, ça avait été très, très critiqué à l'époque parce qu'on n'avait pas des vaisseaux assez longs pour ponter sur la fémorale. On l'avait fait avec des allogreffes de vaisseaux. Et ça ne se faisait pas à l'époque. Aujourd'hui, quand il y a une infection de pontage, on prend des allogreffes de vaisseaux pour remplacer le pontage. Quand on fait une greffe de rein et que les vaisseaux ne sont pas assez longs, on fait une allogreffe de vaisseaux de rein. Donc, on peut parfaitement faire des allogreffes de vaisseaux, ça marche très bien. Et là, on a fait aussi la première allogreffe de vaisseau. Donc, première allogreffe de vaisseau, et on a fait, vous voyez, des échos Doppler réguliers, et ça restait bien vascularisé. Ça nous a même étonnés. Voici ce que ça a donné. Les jonctions ont consolidé assez vite et on a fait une scintigraphie qui a montré une fixation des corticales. Ça n'existe pas dans les allogreffes normalement. Dans une allogreffe, eh bien, c'est une greffe, c'est un matériau inerte qui n'est pas vascularisé et qui ne devrait pas fixer à la scintigraphie. Et là, on avait une fixation à la scintigraphie. Là, nous sommes à 3 mois à peu près. Voici le malade. Alors, un malade courageux et fort, hein, qui marche sur sa greffe. Là, il est à 3 mois. On a dû le réhospitaliser 1 ou 2 fois. Et puis, ça ne marche pas trop mal. Pourquoi ça a marché? Parce que dans le locus DR, c'est le plus important, il est identique au donneur. Le donneur a le même locus DR que le receveur. C'est très rare, il paraît, et que si on fait une greffe de cœur à quelqu'un qui a un locus DR 2 et 4 identiques, on n'a pas besoin de donner de cyclosporine, on se contente de corticoïdes. C'est-à-dire que c'était un donneur compatible. Ça, c'est le destin, parce que le risque était incroyable qu'il ne soit pas compatible. Et c'est pour ça que tout a marché. Les vaisseaux, le fémur, tout a marché, puisque le donneur pris au hasard était compatible. Alors, le devenir, vous allez voir, 37 ans de recul. On a eu une infection. L'infection est arrivée 7 ans plus tard. Pendant 7 ans, tout allait bien. Puis, il y a eu une infection. Et ça nous a conduit à enlever le clou, et tout tenait bien avec le clou. Et simplement, il y avait une fistule, et pour traiter la fistule, on a fait un lambeau de grand dorsal, que vous voyez ici. Et puis, le malade est reparti. Et puis, je l'ai revu, voilà, très bien, il marche, il va bien. Je l'ai revu à 10 ans, et là, j'ai fait l'erreur. Poussé par mes collègues, j'ai fait une biopsie pour pouvoir, dans les congrès, montrer la réhabilitation de l'os. Et en faisant la biopsie, je lui ai cassé le fémur à la partie médiale. Et donc, je lui ai mis un fixateur externe. Et comme je faisais des études à l'époque sur les protéines inductrices BMP2, j'ai pris un flacon et dans sa chambre, au niveau de la fracture, j'ai injecté un flacon entier de BMP.
et il a consolidé. C'est-à-dire qu'on a une allogreffe fracturée sans autre tenue qu'un fixateur externe qui a consolidé en 3 mois, ce qui veut dire que c'était de l'os qui est quand même resté assez vivant. Et le voici consolidé alors qu'il n'y a aucune ostéosynthèse particulière avec une fracture du fémur. Alors, il a un peu d'arthrose, mais heureusement, il a pas mal parce que je ne me vois pas mettre une prothèse. Et s'il en faut une, ce sera Nicolas Rénat qui s'en occupera parce que je ne vois pas comment on peut mettre une prothèse là. Maintenant, j'ai 37 ans de recul. Le voici. Alors, vous voyez, en haut à droite, on voit toujours la marque du rail qui est passé là, qui a fendu tout. Il bouge bien son pied. Il est plus court du côté gauche, mais ça lui va puisque la hanche est un peu raide et le genou aussi. Et voilà ce que ça donne. Il a un petit accourcissement de l'ordre de 2-3 cm et on voit la fracture que j'ai créée puisque le fémur a consolidé un peu de travers. Mais ça va, ça marche. Et il n'a besoin ni de prothèse de hanche ni de prothèse de genou et je le vois de temps en temps en consultation. Donc cette allogreffe massive vascularisée lui a rendu service. Est-ce que ça resterait une bonne indication aujourd'hui? La massive vascularisée, non. Parce que ce malade, on ne l'a pas traité avec la cyclosporine, mais aujourd'hui, ceux qui ont voulu le refaire, ils ont donné de la cyclosporine. Alors, certains ont greffé des os et des articulations, mais la cyclosporine, c'est agranulocytose à 10 ans. C'est-à-dire, pour de la chirurgie fonctionnelle, risquer une agranulocytose, c'est quand même embêtant. Peut-être que pour un visage, ça vaut le coup, mais quand même, vous voyez, c'est de la chirurgie très lourde, et là, à la limite, peut-être la cyclosporine. Est-ce que pour des greffes de main, ça vaut le coup? Eh bien, quand on regarde le report à 6 ans du cas de M. Dubernard, du moins fait pas par lui puisqu'il n'est pas chirurgien, les mains sont toujours là, non fonctionnelles, mais à 8 mois, elles ont été enlevées. Donc, je ne sais pas, on demandera à Pierre où en sont les greffes de main aujourd'hui, si c'est reparti, mais vous voyez que la greffe tissulaire d'organes d'appareil locomoteur, ce n'est pas aussi évident parce que ça doit passer par des immunosuppresseurs. Alors, je vous ai montré que des cas qui ont bien marché, j'ai qu'un échec. J'ai qu'un échec d'allogreffe massive et je vais terminer avec ce cas-là. Donc, c'est cette perte de substance osseuse chez un jeune en moto, genre 22-23 ans. Après tout le circuit que je vous ai expliqué, on lui a mis cette allogreffe qui me paraissait bien transversale, bien en compression. Il ne devrait pas y avoir de problème. 12 ans plus tard, la voilà. Elle s'est résorbée. Pourquoi? Vous voyez, entre à gauche, ça c'est en post-op ou 2-3 mois après, et là c'est 12 ans plus tard. Elle s'est résorbée parce qu'il y a eu une tentative de réhabilitation. Et donc, au fur et à mesure qu'il y a réhabilitation, cela se résorbe. Ça ne serait pas trop grave parce qu'il allait très bien là. Et puis est apparue à 12 ans une petite fissure de rien du tout, impossible à traiter. On a attendu, on a enlevé les clous et tout, impossible à faire consolider. Donc on l'a réopéré, on a mis une plaque, il y a eu une infection. Voici ce que ça a donné. Alors il y a eu plaque, on a enlevé la plaque, il ne consolide pas bien. On a essayé de tibialiser le péroné, ça n'a pas marché. Il en a eu marre et donc il a demandé à être amputé. On aurait pu encore se battre, mais bon, c'était cette fistule sur allogreffe le gênait beaucoup, il fallait faire tout le temps des pansements. Et avec son amputation, il est très heureux. Donc, c'est à la demande du malade. On aurait pu continuer à se battre. J'ai terminé là et je suis très heureux de vous montrer ce que je fais en ce moment, puisque c'était il y a un mois. Et je suis aussi très heureux quand vous recevrez des cas comme ça en urgence, que ce ne soit pas à moi de m'en occuper, mais à vous maintenant, et vous allez juger si ces allogreffes sont utiles ou pas. Voilà, j'ai terminé. Donc, on peut débattre sur l'intérêt des allogreffes massives. Au moins, il faut savoir que ça existe, parce que peut-être un jour, vous aurez un cas qui relèvera de ce type de chirurgie. Moi, c'est toute une carrière. Là, je vais montrer une quinzaine de cas, mais c'est sur 30 ans. En tout cas, superbe cas clinique. Hein. Oui, vital. On n'a pas l'occasion de voir de tels cas. L'allogreffe massive garde sa place. Tu as cité les membres supérieurs. C'est vrai que pour éviter de mettre des prothèses massives aux membres supérieurs, on utilise des allogreffes. Alors, le plus souvent, même en traumatologie. Même en traumatologie. Même en traumatologie. C'est la question, parce qu'en tumeur, oui. Non, mais même en révision de prothèse, par exemple. Oui.
pour éviter de mettre des prothèses massives, justement, et bien sûr conserver le membre. Alors, c'est vrai que ces allogreffes manchonnés, il y avait quelques problèmes, justement, à la partie jonctionnelle avec des ostéolyses. Donc, il était nécessaire de rajouter du matériel d'ostéosynthèse, notamment, en plus de la prothèse, des petites plaques au niveau jonctionnel pour éviter cette ostéolyse et éviter les micro-mouvements. Il a été essayé des allogreffes massives articulaires dans les pertes de substances osseuses, notamment au niveau du coude. C'est Allieux qui faisait ça à Montpellier. Mais ces allogreffes articulaires se sont toutes lisées, en fait. Contrairement aux différents cas que tu montrais où ce sont des greffes intercalées, la greffe, je dirais, distale, pure, en fait, n'arrive pas à s'intégrer, se lise. Enfin, tu parlais des réimplantations de membres. Et c'est vrai que le problème des réimplantations de membres, c'est pas la réimplantation, c'est plutôt la réinnervation. Et en effet, et la nécessité aussi de prendre un traitement immunosuppresseur pour éviter les rejets. Et ça, c'est à l'origine, en effet, des échecs qu'il y a eu, à la fois infectieux du fait de ces immunosuppresseurs et à la fois du fait de la non-réinnervation de ces. Oui, c'est ça, de la fonction. C'est-à-dire une main qui n'a pas de sensibilité et qui n'a pas de force pour la prise, ça ne sert à rien. Sachant que maintenant, tu as des prothèses, je dirais, bio-ioniques, entre guillemets, qui sont peut-être plus à même de redonner une fonction qu'une greffe de membre. Pour ce que tu disais, là, les jonctions qui consolident mal, parce que c'est qu'une histoire de compression. C'est-à-dire qu'il faut vraiment obtenir la compression au niveau de la jonction, ce qui est plus facile au membre inférieur, parce qu'on peut avoir une compression dynamique. Si on n'a pas eu le jour de l'opération, on peut encore l'avoir après. Tandis qu'au membre supérieur, ça travaille en traction. Et si on ne l'a pas eu le jour de l'opération, tu ne l'auras jamais. Ensuite, des cas, alors, pour des tumeurs, on avait dans mon ancienne équipe là, deux cas de greffe articulaire, mais d'épaule, extrémité supérieure de l'humérus, pour des chondrosarcomes, et qui ont donné de pas si mauvais résultats que ça. Un cas a duré 14-15 ans, je ne sais pas ce qui est venu, mais à 15 ans, il y avait encore un interligne. Mais c'était l'extrémité supérieure. Le coude me paraît plus difficile. Puis là, le sujet aujourd'hui, c'était traumatologie. Oui. Et enfin, c'est vrai que ce qui est aussi très positif au niveau de l'humérus, là j'en avais fait un avec Costel, c'était les péronés vascularisés. Des patients qui ont été opérés plusieurs fois, c'est vrai que c'est un cas clinique que je pose souvent au cours de desk, opérés plusieurs fois, pseudarthrose septique, résection presque carcinologique des 15 cm d'humérus. Et c'est vrai que le péroné vascularisé intercalé donne des résultats assez bluffants. Surtout un humérus, parce que tu as vu là, la perte dont on a parlé, c'était de 25 cm. Tandis qu'un humérus, tu peux l'encastrer en haut et en bas, et le diamètre entre un humérus et une fibula reste encore de moitié, mais c'est acceptable. Un fémur, c'est plus dur, mais c'est une solution. Je vois que Jean-Louis est là. Jean-Louis, il a participé au cas que l'on a montré. Je crois qu'il a passé la nuit avec nous à faire cette greffe, parce qu'il faut imaginer l'aventure que ça a été. Déjà, persuader le chirurgien vasculaire de venir nous faire un pontage pour fémur avec une allogreffe vasculaire qui ne se faisait pas. C'est Glock qui l'a fait. Il est venu au petit matin, quand on avait fini de greffer le fémur, il a ponté sans se poser de questions et ça a marché. D'autres questions sur l'utilisation d'allogreffes massives? Parce que des cas comme ça, vous n'en verrez pas tous les jours, mais vous en verrez. Vous en verrez tous les ans. Il y en aura bien un dans le service à qui il va manquer 20 cm d'une diaphyse. Non, ça n'a pas l'air de les avoir. Vous avez quelqu'un a déjà utilisé des allogreffes massives? Pour le moment, pas encore. Là, ce que j'ai fait plusieurs fois, c'est le RIA qui donne énormément de quantité
une grosse soupe. Et les crêtes iliaques, on a réussi avec Maxime Tellière, là, notamment, à prendre jusqu'à 8 cm. Bon, le patient a mal après, hein. On a pris 8 cm puis 8 cm. Ça reste bien en dessous des greffes massives, hein. Pour le moment, moi, je n'ai pas encore eu ça. Et puis, chaque fois que tu te trouves dans un cas que tu peux traiter comme tu l'as dit, il faut le faire, hein. C'était tout le début de ma présentation. C'est pas, tiens, il y a les allogreffes massives, c'est la solution. Ah non, pas tout de suite. Ouais. Et pas trop vite. Tu as vu le cas là où la greffe était bien faite et ça n'a pas marché, c'est parce que ça a été fait trop vite. Il faut savoir attendre le temps nécessaire pour être sûr que c'est aseptique. Tu peux me donner le partage d'écran? Oui. Alors, attends, je te le donne tout de suite. Là, tu devrais l'avoir. C'est bon? Ah oui. Voilà, donc ça, c'était un patient qui avait déjà été opéré à 2 reprises. C'est septique? Alors, ben, je l'ai reçu comme ça, donc je suis parti du principe que c'était septique jusqu'à preuve du contraire. Donc, en effet, on l'a ponctionné. On l'a ponctionné. On peut Et critiquer le montage initial qui ne descend pas assez bas. voilà. Il monte très haut, mais il ne va pas très bas. Mais surtout, il y a une deuxième plaque qui a été rajoutée qui ne sert à rien, quoi. Une Oui, plaque trop basse aussi. Alors, à la faire, autant qu'elle ait la longueur. oui, plutôt que de changer la plaque latérale, il y a une deuxième plaque qui a été rajoutée, qui mécaniquement, en effet, n'a aucune Déjà, tenue. mauvais mécaniquement. S'il faut, en plus, il y a une infection. Voilà. Donc, ça a été ponctionné, en effet, il y avait un germe. Donc, on a décidé d'une chirurgie en 2 temps avec une résection complète et donc une perte de substance à combler, en sachant qu'on voit qu'il y a encore une ballonisation distale et que la résection saine devra passer cette ballonisation. Donc, ça fait quand même une résection de 15 cm. plus de 10 cm. 10-15. Et c'est une patiente en plus qui avait été traitée pour un cancer du sein de ce côté, qui avait eu une radiothérapie. Ah, Donc, ça n'arrange rien, ça, parce qu'un os radiothérapie, ça se passe mal. Hein. Ça peut aussi expliquer que ça s'est mal passé après. Oui, mais c'est pour ça qu'on avait choisi le péroné vascularisé, justement pour apporter une trophicité qu'il n'y avait peut-être pas localement. Et en milieu septique. Voilà. Donc, voilà ce qui a été fait. C'est vrai qu'on peut critiquer le montage qui aurait pu être un peu plus long encore. Il faut avoir la plaque. Ou un peu plus long, orbital. Voilà. Et voilà le résultat final. Joli. On voit bien l'encastrement du péroné en proximal. Oui, ouais, on voit bien le c'est ça qui est cal bien, c'est-à-dire que tu peux encastrer. des 2 côtés, quoi. Donc, c'est vrai, c'est une solution élégante dans ces reprises multiples, quoi. C'est pour ça que je l'avais mis dans l'ordre. Il faut commencer par ça avant de penser à autre chose. Ouais. Un tout beau cas, un très joli cas que je pourrais presque rajouter à ma présentation. Et en échange, je te donnerai toute la présentation. Tu en prendras des extraits comme tu voudras caser ça. D'autres questions? Oui, non? On arrête là, vous êtes sûr? Ne pensez pas que ça peut bien se passer avec une allogreffe. Dans les tumeurs, ça casse souvent entre 5 ans et 8 ans. C'est-à-dire tout va bien jusqu'à 5-8 ans, puis ça casse. Mais là, ce ne sont pas des tumeurs. C'est-à-dire qu'on peut espérer une réhabilitation osseuse autour de la greffe. La greffe elle-même, il ne faut pas penser qu'elle va se réhabiliter entièrement. Et vous avez vu le cas où elle s'est réhabilitée, elle a pratiquement disparu. Donc, à la limite, il vaut mieux qu'il se fasse un os autour. Mais dans la chirurgie tumorale, ça n'existe pas vraiment. Il y a eu de la chimiothérapie, il y a eu de la radiothérapie, il y a eu des tas de choses qui font qu'on n'a pas cette formation osseuse comme on a en traumatologie. Monsieur Bonnel, je vous remercie d'être là. Et vous savez, ces os, on les a eus à partir d'une banque de tissus qu'on a créée à Toulouse. Et avant de créer la banque de tissus à Toulouse, on était venu vous voir à Montpellier, voir la banque de tissus que vous aviez créée. Donc, c'est à partir de votre organisation à Montpellier qu'on a en partie créé celle de Toulouse. Et donc, ces cas-là, c'est grâce à vous. Vous vous en souvenez peut-être pas parce que je pense que c'était il y a une bonne trentaine d'années. Je dû venir vers 1990 ou une chose comme ça, ou 95.
On arrête là? Plus de questions, c'est certain. Bon, ce sera en replay, vous pourrez le revoir si vous voulez. Je tenais quand même à vous montrer Vidal une dernière fois. Alors, ce que je n'ai pas fait, je l'ai publié à 2 ans, comme un cas exceptionnel de greffe vascularisée, mais quand même à 37 ans de recul, ça vaudrait le coup de le montrer. Le plus étonnant, c'est qu'il a pu consolider, parce que normalement, une allogreffe qui casse, on ne peut pas la faire consolider, et là, il a consolidé, avec quelques protéines inductrices. Je ne sais pas quelle a été leur action. Bon, je vous dis à tous une bonne soirée. Merci, bonne soirée. À demain.